Donc, je suis le docteur Aurore Marcoux et je suis médecin anesthésiste. J'ai travaillé 11 ans à Curie, où à côté de mon activité de praticien en anesthésie, donc où j'utilise des médicaments, je proposais des consultations d'hypnose pour aider les patients à gérer les effets secondaires liés au traitement. Aujourd'hui, j'ai quitté Curie, je travaille à la Fondation Rothschild, où je garde cette consultation d'hypnose. Et donc, vous voyez, par mon métier, j'utilise des médicaments. Et quand je n'utilise pas des médicaments, j'aime bien comprendre pourquoi. Et donc, c'est pour cette raison que je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à utiliser l'hypnose et à proposer l'hypnose pour les patients. Alors, l'hypnose, c'est avant tout une technique. C'est une technique qui permet d'arriver à un état mental particulier qu'on appelle le mode hypnotique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le mode hypnotique, c'est quelque chose en fait de complètement naturel. C'est cet état dans lequel vous êtes lorsque, par exemple, vous prenez le train et que vous êtes assis confortablement à votre place. Et petit à petit, votre vigilance en fait commence à entrer, à se modifier, et vous commencez à oublier les gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que vous faites moins attention à la personne qui est juste à côté, aux gens qui sont assis à 50 cm devant, et vous commencez à être absorbé par vos pensées, à vous dissocier par rapport à ce qui se passe, ce qui permet d'avoir une autre notion du temps, de l'espace. Et dans cet état mental, en fait, vous réduisez la conscience que vous avez du monde extérieur. Alors, cet état mental, qui est spontané, on l'expérimente tous, 1h30 par jour en moyenne. Lorsque vous conduisez, par exemple, sur un trajet que vous connaissez bien, au bout d'un moment, si vous connaissez bien votre trajet et que la conduite automobile est quelque chose de facile pour vous, vous mettez spontanément dans cet état qui est un petit peu un état d'économie du cerveau. Alors, à quoi sert cet état ? Cet état, en fait, vous voyez, il fonctionne de manière particulière. C'est-à-dire que d'habitude, lorsque vous m'écoutez, par exemple, vous êtes concentré. Et avec vous percevez le monde extérieur en permanence, qui vous donne des informations. Et cet état, c'est ce qu'on appelle l'état vigile, donc qui n'est pas l'état d'hypnose. Dans cet état vigile, vous mobilisez des capacités de votre cerveau qui sont particulières. Ce sont toutes les capacités qui sont liées à l'attention, au jugement. Votre cerveau critique est en éveil, l'analyse. Et donc, vous passez toutes les informations que je vous donne au crible de la compréhension, de votre mémoire, de vos croyances. Et donc, cet état vigile vous permet de vous adapter à votre environnement en permanence, qui fait que lorsque vous êtes assis dans une salle de conférence, vous n'êtes pas tout à fait pareil qu'à la maison sur le canapé ou pas tout à fait pareil que lorsque vous êtes avec des amis. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce mode de conscience hypnotique là ? C'est un état où, en fait, vous mettez le monde extérieur un petit peu en sourdine. Dans cet état-là, votre cerveau mobilise d'autres capacités. C'est-à-dire qu'il commence à être plus créatif, plus imaginatif. Les artistes travaillent énormément avec cet état. Vous avez une intuition aussi qui est augmentée. Votre conscience critique est, elle, mise en veille. Et cet état est extrêmement intéressant parce que cet état-là, en fait, augmente les capacités qu'on a à improviser et à changer. Alors, en médecine, maintenant, on fait appel à cet état-là parce que dans cet état-là, on peut aider le cerveau à trouver d'autres configurations qu'il ne le fait d'habitude et qui pourrait le faire en état vigile. Donc, ça lui permet de changer la perception de certains symptômes et de les moduler. Alors, une expérience très simple pour moi qui peut vous montrer un petit peu ce que c'est exactement que cette technique hypnotique. C'est une équipe de Harvard, donc Koslin, qui a montré en fait à des individus, des sujets sains, des panneaux. Alors qu'est-ce qui se passe quand on vous montre des panneaux en couleur ou pas en couleur ? Eh bien, en fait, votre œil, votre rétine va capter l'information visuelle, elle le transmet par votre nerf optique et va aller activer des aires dans votre cerveau spécifiques qui sont les aires visuelles. À présent, on vous montre un panneau en couleur. Là, au niveau de votre rétine, il y a des cônes qui interprètent la couleur et qui vont transmettre une information qui est spécifique à la couleur, qui va aller activer au niveau de votre cerveau des aires spécifiques à la couleur qu'on appelle le cortex lingual et fusiforme. L'expérience qui a été faite, c'est qu'ils ont demandé à ces personnes d'aller voir en hypnose sur des panneaux en gris
de la couleur, c'est-à-dire d'aller imaginer et d'aller vraiment faire comme si elle voyait de la couleur sur les panneaux en gris. Et il a passé ces personnes en fait dans des IRM pour voir comment leur cerveau s'activait. Et bien ce que Koslin a montré, c'est que les personnes qui étaient en train de voir en hypnose des couleurs augmentaient, activaient en fait les aires visuelles liées à la couleur, alors que leurs yeux ne voyaient que des dégradés de gris. Donc cette expérience, en fait, elle est en train de vous montrer que nos sens peuvent percevoir des signaux, mais avec notre cerveau, en fait, on peut interférer avec nos sens pour aller activer des aires dans notre cerveau, même si nos sens ne les voient pas. Donc quelque part, on peut induire des illusions perceptives. Alors cette expérience qui a été faite avec les aires visuelles, elle a été faite également avec la musique. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des musiciens professionnels de commencer à écouter une musique, un morceau en fait qu'ils connaissaient. Et en fait, ils ont observé, pareil en IRM, que ces musiciens allaient activer les aires auditives liées à la perception musicale, même si leurs oreilles n'entendaient pas cette musique. Alors, Mackay a montré, il a fallu attendre que la neuroimagerie en fait nous montre exactement ce que c'est que l'hypnose, que l'hypnose c'est une technique qui est relativement ancienne, mais on ne savait pas du tout comment ça marchait. Et en fait, sur l'imagerie, en fait, on montre que l'hypnose va aller activer effectivement des aires cérébrales qui correspondent au contenu de l'hypnose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en hypnose et que vous ressentez certaines sensations, et bien votre cerveau est en train de les activer. Donc en fait, vous activez directement votre cerveau. Et puis il y a des petites zones qui sont très spécifiques de l'hypnose, comme le cortex singulaire antérieur et qu'on retrouve dans les différentes études. Alors, en fait, ce mode de conscience hypnotique, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus de conscience assez particulier, c'est un processus dynamique, où il faut faire un effort pour y aller. Et en fait, les études montrent que cet état de conscience n'est pas le même que l'état de vigilance habituel, n'est pas le même que le sommeil, et n'est pas le même non plus que la simple pensée. Là, des études ont également comparé des groupes où on demandait aux gens de penser à quelque chose. Quand on pense à quelque chose, on n'active rien au niveau du cerveau. Alors que quand on met les gens en hypnose en leur demandant d'aller vraiment dans un endroit précis, on active des zones dans le cerveau. Donc c'est un état de conscience qui est médicalement maintenant bien défini et on arrive à voir ces différentes activations au niveau de l'imagerie. Alors, au niveau de cet état-là, qu'est-ce qu'on fait ? Les perceptions de notre corps peuvent être changées, elles peuvent être diminuées, peuvent être augmentées, en tout cas on peut les moduler. Et on active des aires sensorielles qui correspondent au contenu de l'hypnose. Donc l'hypnose, en fait, ce sont des illusions perceptives que nous pouvons nous induire à nous-mêmes. Alors, c'est comme si en fait votre cerveau pouvait voir, sentir, bouger, c'est comme s'il pouvait vivre une expérience de l'intérieur. Alors, c'est bien beau tout ça, mais à quoi peuvent servir des illusions perceptives ? Eh bien, justement, ces illusions perceptives, on s'en sert maintenant en médecine, parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont gênants et qu'on va pouvoir travailler en hypnose pour les changer et les reconfigurer. Alors, tout d'abord, la principale, le symptôme avec lequel on va travailler et sur lequel, en fait, toutes les preuves scientifiques ont été formelles pour l'hypnose, c'est la douleur. Dans cette étude, vous voyez, Marie-Elisabeth Fémonville a travaillé avec 3 groupes de patients. Des patients à qui elle demandait de rester tranquille sans rien faire, des patients à qui elle demandait de penser à leurs vacances, donc de penser, et puis des patients qui sont en hypnose. À ces patients, elle applique un stimuli, c'est-à-dire un laser, qui va, en augmentant en fait, d'intensité, créer une douleur au niveau de la zone d'application. Alors ce que vous constatez là, dans le graphe du haut, c'est que au repos, en fait, entre les 3 groupes, il n'y a pas de différence particulière, en termes ni en termes de douleur ou en termes d'inconfort. Dans le graphe du bas, vous constatez qu'à partir du moment où le laser commence à devenir douloureux, donc vous voyez dans la colonne de gauche, on a un EVA, c'est-à-dire une échelle de douleur où les patients cotent à 7 sur 10, donc ce qui est une douleur quand même relativement forte. Eh bien, vous voyez que cet inconfort
Et la cotation de la douleur, donc dans la petite boîte blanche, et l'inconfort dans la boîte noire, eh ben, elle va pouvoir le moduler, et les patients vont être capables de le moduler à partir du moment où on induit l'état d'hypnose et on travaille le symptôme. Et donc cette étude, les patients ont été tirés au sort. Donc ce qui montre qu'avec une technique non médicamenteuse, on peut agir au niveau du cerveau sur la douleur pour diminuer le ressenti de douleur et diminuer l'inconfort lié à cette douleur. Alors cette étude a été la première, mais il y en a eu plusieurs autres derrière. Et ce travail a été fait principalement au niveau de la douleur. Le dernier rapport de l'INSERB sur l'hypnose montre qu'avant tout, l'hypnose est efficace sur tout ce qui est douleur aiguë. Mais en fait, un grand nombre de travaux montrent qu'on peut utiliser l'hypnose pour des symptômes qui sont autres que la douleur. Par exemple, les bouffées de chaleur. Dans cette étude, les patients apprennent l'hypnose, donc l'auto-hypnose, avec 5 séances pendant 5 semaines de suite. Et on mesure leur score de bouffée de chaleur, donc des scores qui sont bien précis, et surtout le retentissement sur les activités de la quotidienne. Vous savez que les bouffées de chaleur, c'est quelque chose qui impacte énormément la qualité de vie de nos patients. En moyenne, moi, les patientes qui viennent me voir, elles ont des bouffées de chaleur horaires, c'est-à-dire toutes les heures, il y a une bouffée de chaleur. En moyenne, elles se réveillent 3 à 4 fois par nuit, donc avec vraiment un sommeil qui est du coup de très mauvaise qualité, qui empêche d'avoir une activité le jour vraiment confortable, et parfois avec des sueurs profuses qui obligent à changer les draps, à ouvrir les fenêtres, à changer de chemise de nuit. Donc les bouffées de chaleur, même si le terme est très banalisé, parce qu'on l'associe à la ménopause, à partir du moment où c'est vrai qu'il est hormono-induit, il a une violence, une intensité qui impacte énormément la qualité de vie. Et donc là, avec des séances d'apprentissage de l'hypnose, on arrive à une diminution de quasiment 70% des bouffées de chaleur. Et c'est à peu près les chiffres que j'ai parmi mes patientes. Et à partir du moment où on diminue le symptôme, les symptômes sont corrélés entre eux. C'est-à-dire qu'on va diminuer les troubles du sommeil, on va diminuer également l'anxiété, la dépression, et donc en fait toutes les interférences du symptôme avec les activités de la vie quotidienne. Un autre symptôme, la radiothérapie. La radiothérapie, sans qu'on sache exactement le mécanisme, induit une grande fatigue après les séances. Et cette fatigue, elle est mesurable, et elle dure, elle est prolongée dans le temps. Là, dans cette étude, où ils ont tiré au sort des patients pour leur apprendre l'hypnose versus des séances en fait, de soutien simple, ils ont montré qu'avec l'hypnose, on arrivait à avoir une amélioration durable de la fatigue en fin de traitement, mais aussi 6 mois après le traitement. En 2014, dans un grand journal en fait, d'oncologie, Karen a fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il a repris des études d'études pour voir un petit peu en fait, les effets de ces approches non médicamenteuses. Et en fait, il y a un accord fort pour conclure que l'hypnose est une technique efficace, utile, notamment pour les douleurs associées au traitement du cancer. Alors, pour faire simple, en fait, comment est-ce que ça marche exactement l'hypnose ? Alors, vous voyez, souvent, je vais vous prendre l'exemple des bouffées de chaleur, parce que c'est un exemple finalement qui est relativement facile à expliquer. Les bouffées de chaleur sont dues à une privation de notre corps en hormones sexuelles, une privation qui est brutale. Et les bouffées de chaleur sont d'autant plus importantes que cette privation elle se fait de manière abrupte. Par exemple, lorsque on fait une ovariectomie à une femme qui est non ménopausée ou lorsqu'on induit un traitement anti-hormonal. Quand il y a une privation hormonale, il y a une diminution des endorphines au niveau de votre cerveau, de l'hypophyse, ce qui rend votre cerveau en fait, particulièrement susceptible. Et ce cerveau va tendance à faire des pics de stress, des pics de norépinéphrine, qui va aller activer un centre particulier qu'on appelle le centre de thermorégulation. Et ce centre, en fait, va aller agir sur différents organes, donc pas sur un seul, qui va être la peau. La peau va se vasodilater. Si on mettait des capteurs sur votre peau, on verrait les effets de la bouffée de chaleur. La variante de son température au niveau de la peau, ça va aller activer les glandes sudoripares, donc les glandes de la sueur. Ça va aller activer la fréquence cardiaque.
Ça peut également activer le centre des nausées, donc on peut avoir des nausées. Et donc en fait, ce cortège de symptômes, c'est ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. Alors, avec le temps, donc vous avez une cause qui est bien déterminée, et donc qui induit un symptôme. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, votre cerveau en fait intègre cette configuration et il a tendance en fait à déclencher cette bouffée de chaleur pour d'autres raisons que cette stimulation hormonale. J'ai des patientes qui viennent en me disant quand je me mets en colère contre mon enfant, ça active les bouffées de chaleur. Dès que je suis un peu stressée, ça active les bouffées de chaleur. D'autres me disent quand je pense à rentrer dans une salle un petit peu chaude, rien que le fait d'y penser, ça déclenche la bouffée de chaleur. C'est-à-dire que petit à petit, votre cerveau se met dans un mode où il peut déclencher le symptôme parce qu'il s'est vraiment entraîné à le faire. Et du coup, il le déclenche pour un oui ou pour un non et il déclenche le symptôme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'auto-hypnose ? C'est qu'en fait, on va apprendre à votre cerveau à diminuer l'intensité. Vous avez peut-être observé, il y a des jours où il y a des grandes bouffées de chaleur qui induisent des sueurs profuses. Vous êtes obligé de vous changer. Et puis, il y a des jours où il y a des toutes petites bouffées de chaleur où vous vous dites « Ah, elle est juste passée ». Eh bien, on peut apprendre à votre cerveau, avec l'auto-hypnose, à diminuer l'intensité des bouffées de chaleur, c'est-à-dire lui permettre d'activer un peu, mais pas toute la boucle comme il le fait, et donc permettre vraiment de diminuer le symptôme. Et autre chose qu'on va faire avec l'hypnose, c'est apprendre à protéger votre cerveau, c'est-à-dire faire que les circonstances extérieures comme le stress, comme les pensées, comme le fait de faire un effort, n'aillent pas déclencher le symptôme. Donc protéger votre cerveau. Et donc, c'est les objectifs en fait, qu'on peut se fixer dans une séance d'hypnose. Et en fait, une séance d'hypnose, c'est une séance où, plus exactement, on vous apprend l'auto-hypnose. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez vous mettre en hypnose, de manière à utiliser cet état mental donc un peu particulier, où vous savez, vous êtes concentré sur vous-même, pour aller agir sur votre cerveau et diminuer l'intensité des symptômes. Alors, comment ça se passe ? En pratique, on vous accompagne, c'est-à-dire que moi j'accompagne mes patientes souvent sur 2-3 séances, cela suffit pour leur donner les bases, et après elles continuent par elles-mêmes. Et donc, ensuite, je demande à mes patientes de s'exercer à la maison, quotidiennement, à trouver cet état mental d'abord en dehors des séances d'hypnose, et ensuite de s'entraîner à chaque fois qu'elles ont une bouffée de chaleur. Et moyennement cet entraînement personnel régulier, les patients obtiennent d'excellents résultats, c'est-à-dire qu'elles arrivent à diminuer l'intensité des bouffées de chaleur, à diminuer également ce qui peut les déclencher, et donc à retrouver une qualité de vie. Et donc, l'hypnose, on peut l'utiliser donc sur les bouffées de chaleur, mais on peut l'utiliser également sur tous les symptômes qui dépendent de notre cerveau inconscient, qui dépendent de conditionnement réflexe. Ça peut être la douleur. Les douleurs, pareil, quand on est au calme, en vacances, ça va mieux. Dès que c'est la rentrée, toutes les douleurs reviennent. Ce sont des symptômes qui sont conditionnés, donc sur lesquels on peut agir, mais également sur les nausées. Vous avez sûrement remarqué, vos enfants petits, la première fois, il y a des circonstances favorisantes. La route était un petit peu sinueuse, ils avaient l'estomac plein. Au bout d'un moment, vous apercevez que c'est juste l'odeur de la voiture qui peut déclencher les nausées. C'est un symptôme qui est conditionné, donc sur lequel on peut agir avec l'hypnose. Et puis également, les anxiétés, les attaques de panique, les dépressions. Donc tout ça sont vraiment des choses qu'on peut vraiment vous aider à améliorer avec l'hypnose. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition à présent pour les questions. Merci beaucoup.